le journal. Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Permettre aux acteurs de la promotion et de protection des droits de l'homme de s'approprier des conventions en la matière. Voilà pourquoi le ministère de la Justice et des droits de l'homme et ses partenaires ont organisé la tirée d'une demi-journée à leur intention. Et la première session du comité technique de transfert de compétences et de ressources d'État aux collectivités territoriales s'est tenue donc à Bamako. Les débats ont permis de formuler des recommandations à soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Batraoré nous en dira plus. La campagne cotonnière est mise à rude épreuve cette saison dans la région de Sikasso. Le jacide, un insecte ravageur, a déjà contraint les producteurs à relabourer plus de 1300 hectares. Le constat a été fait par le président des cotoculteurs. Du sport, il lance la question de cette édition. Famou Dioute nous parle de la CAN féminine au Maroc. Le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle sera également au menu de cette page sport et bien d'autres nouvelles. La culture, c'est un fait régional. Il sera question du Kalao qui est au centre d'un héritage ancestral que les passionnés s'efforcent à préserver. Moussa Sélémé nous conduit à une immersion dans le centre culturel Sénéfo. Pour en savoir plus, voilà pour le titre. Bienvenue, je le disais, le Mali est un bon élève en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. En témoigne notre participation pour la 4e fois à l'examen périodique universel des Nations Unies avec 275 recommandations pour notre pays. C'est pour permettre à tous les acteurs concernés de s'approprier ces conventions que le ministère de la Justice et des droits de l'homme et ses partenaires techniques et financiers ont organisé un atelier d'une demi-journée à leur intention. Abibatou dit Konya Diakité. Instauré en 2006 par les Nations Unies, l'examen périodique universel est un cadre d'évaluation qui consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Chaque pays examiné se soumet volontairement à l'appréciation de ses pairs pour la mise en œuvre des conventions qu'il a signées et ratifiées dans le domaine des droits de l'homme. Après 2008, 2013 et 2018, le Mali a participé pour la 4e fois à cet exercice le 2 mai 2023 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Abdul Karim Diarra, directeur national des droits de l'homme. Pour ce qui nous concerne, 275 recommandations avaient été adressées à notre pays sur lesquelles le pays a accepté de mettre en œuvre d'ici les 4 prochaines années et demie à venir 222. La première plus-value, c'est que notre pays va être jugé comme un pays en phase avec le respect et la promotion des droits humains. Au-delà de ça, ça va conscientiser, sinon booster tous les applicateurs de ces droits au bénéfice de nos populations. Ceci explique la tenue de cet atelier de dissémination qui regroupe tous les acteurs concernés pour une journée d'appropriation. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des droits de l'homme. L'élaboration du rapport de mise en œuvre à mi-parcours des recommandations issues et acceptées de l'examen périodique universel en ce qui concerne notre pays est un processus d'intérêt national pour lequel l'ensemble des départements ministériels et des organisations de la société civile doivent largement contribuer. L'élaboration et la transmission au comité de rédaction d'un rapport sectoriel sur l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations suivant le tableau des tâches consolidées, transmises et les difficultés rencontrées dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Mali, et d'autre part, les contributions de chaque acteur non étatique entrant dans le cadre de cette mise en œuvre. Des recommandations de l'EPU du Mali, le renforcement de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des personnes vulnérables ou encore la poursuite des efforts de réconciliation nationale et de promotion de la paix et de la stabilité dans le pays. Le rapport de mise en œuvre à mi-parcours élaboré doit être déposé au plus tard fin août 2025 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Par ailleurs, la première session du comité technique de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales au titre de l'exercice 2025 se tient à Bamako. Elle a réuni pendant 2 jours donc, les responsables de la direction générale des collectivités territoriales et les chefs de cellules d'appui à la décentralisation. Les débats ont permis de formuler des recommandations à soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Batraoré pour le compte rendu.
Certaines recommandations formulées lors des Assises nationales de la refondation en 2023 ont abouti à la promulgation des textes de base pour améliorer la décentralisation. Parmi ces recommandations figure le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Abdraman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. L'État a estimé bon de maintenir deux niveaux de collectivités territoriales, la région et la commune. Cela sous-entend que les prérogatives qui étaient dévolues au cercle doivent être réparties et voir quel est le niveau le plus approprié pour exercer cette mission. Ces transferts auront pour incidence, bien sûr, des missions opérationnelles qui vont être réalisées par les collectivités territoriales, des services qui vont être rendus par les populations. Quand on parle de services, on parle aussi de qualité des services. Le processus de transfert des ressources qui a déjà commencé dans certaines localités donne des résultats encourageants qu'il faut consolider, dira le représentant du ministre de l'administration territoriale. Brahima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je me réjouis des progrès réalisés ces dernières années dans la mise en œuvre de la réforme et des résultats obtenus, notamment l'effectivité des transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans les 21 domaines pour lesquels des décrets ont été adoptés, le montant global des transferts qui se chiffre à environ 432,554 milliards de francs CFA, la mise en place des délégations spéciales qui a permis d'assurer la continuité des services aux usagers, l'effectivité de la mise en œuvre des contrats plans État-région avec une mobilisation de 29,07 milliards de francs CFA, dont 18,56 milliards de francs CFA de contribution de l'État. La rencontre groupe les responsables de la Direction générale des collectivités territoriales et les représentants des cellules d'appui à la décentralisation des 19 régions administratives du pays, plus le district de Bamako. Elle doit formuler des recommandations à soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Après Diatoula, le ministre de l'élevage et de la pêche s'est rendu à la ferme Mali Agri Fito à Wanankoro, dans le district de Bamako. La ferme de 5 hectares exploitée par autant d'agents renferme 19 étangs piscicoles. La visite du ministre a pour but de s'imprégner des techniques de pisciculture en cours, des difficultés que les fermes rencontrent et son rendement annuel. Compte rendu Fadem Bakita. Visite des 19 étangs piscicoles suivie d'explications sur les techniques d'élevage des variétés de poissons que chaque étang renferme. C'est l'exercice auquel s'est prêté le ministre de l'élevage et de la pêche. La visite guidée permet aux premiers responsables du département de s'assurer si les étapes de la pisciculture sont respectées. La ferme Mali Agri Fito d'Amadou Tembeli produit plus d'1 million d'alevins par an, soit 80 000 par mois selon le gérant. Amadou Tembeli, gérant de la ferme Mali Agri Fito d'Amadou Tembeli. Chez nous ici, tout commence par l'écloserie. Dans l'écloserie, on produit les alevins, on les grossisse. Après le grossissement, puis on vend comme poisson marchand. Mais toute notre production n'est pas vendue comme poisson marchand. Il y a la vente des alevins aussi. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. La ferme Fito Agri Tembeli est en train de mettre en œuvre la politique du département. Et effectivement, par la production d'alevins, de clarias, ils produisent environ 1 million d'alevins. Donc, et aussi, ils utilisent 5 personnels permanents inscrits à l'INPS. Cette ferme a bénéficié des subventions à travers le PADEL-M. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des contraintes, effectivement, relativement à l'aliment poisson. La ferme Mali Agri Fito d'Amadou Tembeli, qui a commencé ses activités en 2016, est installée à Banankoro, à 1 km de la route nationale 6. Les bassins de grossissement du stockage des génitaires sont alimentés par 4 forages fonctionnant sur système solaire, suppléés par un groupe électrogène de 5 kVA. Direction Sikasso, en troisième région. Donc, la campagne cotonnière est mise à rude épreuve cette saison. Le jacide, un insecte ravageur, a déjà contraint les producteurs à relabourer plus de 1300 hectares dans l'union secteur des cotonculteurs de Sikasso. Face à cette situation alarmante, le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton du Mali est sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter son soutien aux producteurs. Compte rendu, Moussokoro Sirémé.
Sur cette parcelle de 5 hectares appartenant à Bazoumana Ouattara, cotonculteur à Kadjoulou, l'espoir d'une bonne récolte semble déjà compromis. Malgré plusieurs traitements, les signes d'infestation par les jacides, ces insectes ravageurs de plus en plus présents cette saison, sont plus que visibles à perte de vue. J'ai semé depuis le 10 et jusque-là. Aucune évolution faute des ravageurs. Le produit qu'on a utilisé la saison écoulée a été efficace et c'est ce qu'il nous faut urgemment pour sauver notre campagne. Comme Bazoumana Ouattara, ils sont des milliers de producteurs à faire face à la même menace. Une situation qui a conduit à Sikasso cette mission nationale des membres des 44 unions secteurs de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. La délégation est venue constater de visu les réalités du terrain en pleine campagne agricole et prêter une oreille attentive aux préoccupations des producteurs en vue d'envisager ensemble des solutions durables. Yacouba Traoré, président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Effectivement, nous confirmons la présence de ces ravageurs cette année encore. Dans les secteurs de Kadjoulou, les superficies emblavées représentent 90% des prévisions, mais 60% sont déjà infestées. La situation est préoccupante car les produits qu'on avait testés n'ont pas fait d'effet. Je demande quand même aux producteurs de rester sereins. Des dispositions sont en cours. Yaya Sangari, président de l'Union régionale des cotonculteurs de Sikasso. Hectare d'amire labouré la kaba banane koso kafo arrête ka mago nyabli hectare bakele ani keme saba aniko. Dans notre union secteur, plus de 1300 hectares sont infestés à ce jour par ces insectes. Nous lançons un appel pressant aux décideurs afin qu'ils réagissent vite pour ceux qui connaissent la place qu'occupe la filière coton dans l'économie locale et nationale. La visite de terrain est suivie d'une assemblée générale au cours de laquelle les défis de la filière coton sont largement débattus. Producteurs, union régionale, CMDT et coordination nationale se disent déterminés à sauver la campagne en cours, mais à condition que les décisions à venir prennent en compte les réalités vécues. Yacouba Traoré, président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Nos difficultés sont le retard dans les paiements du prix du coton, dans la disponibilité des intrants et l'apparition des ravageurs. Mais face à la situation, nous devons rester unis et nous avons besoin de l'appui des autorités pour relever ces défis. Le séjour à Sikasso de la délégation nationale de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton a pris fin par la visite de courtoisie à la chef de l'exécutif régional et celle des notables de Sikasso. Visite sanctionnée par des conseils et des bénédictions. Sikasso, Msokora Sereme et Taïrou Konate pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays. Les acteurs du développement de la région de Badiangara se sont retrouvés autour du gouverneur pour tenir la première session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination, de suivi des actions de développement COSAD de l'année 2025. Une rencontre décisive pour renforcer la synergie entre les projets et programmes de développement dans un contexte marqué par la multiplication des interventions. Reportage à Guibou Koulibaly. La commune de Dandoli, cercle de Badiangara, a servi de cadre à la première session extraordinaire 2025 du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Au cours de la rencontre, les participants vont procéder à une présentation et une évaluation des recommandations issues de la session précédente, avant de passer en revue les principales activités réalisées par les directions régionales au cours de l'année 2024. Les échanges permettront de cerner les problèmes, défis et enjeux majeurs du développement régional, notamment la faiblesse de la coordination entre les différents projets, le déficit de ressources pour les comités locaux et communaux,
ainsi que l'insuffisante appropriation des mécanismes de suivi-évaluation par certains acteurs. Issa Kassongé, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Renforcer la résilience de nos communautés face aux crises multiples qui affectent notre pays, notamment à travers une meilleure coordination des interventions humanitaires et de développement. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, CROCSAT, de Bayangara constitue un cadre stratégique et inclusif permettant de mutualiser les efforts. Le gouverneur a rappelé l'importance de cette instance dans le pilotage efficace du développement local tout en saluant le soutien constant de l'UNICEF, de l'ANICT, de l'APIDEV et d'autres partenaires. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara. Cette session s'inscrit dans un contexte où de nombreux projets et programmes sont mis en œuvre dans notre région, souvent sans coordination suffisante ni visibilité partagée. Par ailleurs, les rencontres passées, bien qu'utiles, ont parfois été trop centrées sur des thématiques spécifiques, ne permettant pas toujours de faire une lecture globale des interventions en cours. C'est pour pallier cet état de fait que cette session du CROCSAD a été organisée. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations fortes seront formulées en vue d'améliorer la gouvernance locale du développement et de renforcer la collaboration entre les parties prenantes. Badjangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. Radio Mali à Bandiagara et environ 103.8 MHz en FM. Actualité hors de nos frontières. Donc au Libéria, une campagne de sensibilisation et de consultation publique s'ouvre aujourd'hui pour préparer l'ouverture d'un tribunal chargé de juger les crimes économiques commis durant la guerre civile. Un processus historique et qui doit aboutir d'ici à 2 ans. Après des années d'attente et les promesses répétées des précédents dirigeants du pays, l'actuel président Joseph Boakai s'intéresse à l'affaire. Il a établi en mai 2024 le bureau préparatoire chargé de poser les fondements de ce tribunal. Son travail s'appuie sur une feuille de route directement inspirée des recommandations émises en 2009 par la Commission Vérité et Réconciliation. Conflit à l'est de la RDC. Après 3 mois de discussions directes au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 ont signé ce matin une déclaration de principe à Doha, posant ainsi les bases d'un futur accord de paix. Ce texte conclu sous l'égide des autorités qatariennes prévoit la mise en place d'un mécanisme pour un cessez-le-feu permanent, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est de la RDC une fois la paix conclue et un cadre de négociation pour les prochaines étapes. Cette déclaration de principe arrive 3 semaines après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington le 27 juin dernier. Et puis en Syrie, la présidence a annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat dans la province de Souaïda au sud du pays. Elle appelle toutes les parties à le respecter entièrement. Les forces de sécurité ont commencé à se déployer dans cette province après des affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 700 morts depuis le 13 juillet dernier. Auparavant, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie a déclaré hier qu'Israël et la Syrie étaient convenus d'un cessez-le-feu soutenu par la Turquie, la Jordanie et les pays voisins. Au même moment, des affrontements opposent toujours des combattants tribaux donc à l'entrée de la ville. Sport, athlétisme, la 3e édition des championnats combinés des moins de 18 ans et des moins de 20 ans de la Confédération africaine se déroule au Nigeria depuis le 16 juillet dernier. Hier, vendredi, le Nigeria a réalisé le triplé aux 400 mètres femmes chez les moins de 20 ans. Un homme, d'abord sur le plan national, donc, le tournoi de montée en première division commence ce samedi. Sur le continent, le Mali s'arrête en quart de finale à la CAN féminine Maroc 2024. Les Maliennes se sont inclinés 3-1 face aux Marocaines. C'était donc hier vendredi au stade olympique de Rabat. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famour Durté. Football, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle du Mali démarre ce week-end avec 2 rencontres. Ce sont les équipes du groupe A qui seront sur le pont cet après-midi. Au stade Mamadou Konaté, à 16h, Derby Academy de Bamako joue contre El-Ouidj FC de Kidal. Au stade Wenzen Koulibaly, Tombouctou FC, TFC affronte ATS de Koro de la Ligue des Mopti. Le FC Balanzan de Ségou est exempté pour cette première journée. CAN féminine Maroc 2024, les Aigles dames du Mali tombent les armes à la main. En quart de finale, disputée ce vendredi, elles ont été battues
battues 3-1 par les Marocaines. Une rencontre équilibrée où les Lions de l'Atlas ont été plus réalistes que les nôtres. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Assa Soumaré et Oumar Katraouri. Dès le coup d'envoi, les Lions de l'Atlas ont montré leur détermination, ouvrant le score dès la 7e minute. Grâce à Eitham Diardi, ce premier but a donné le ton à la rencontre, plaçant immédiatement les Marocaines dans une position favorable. Les Aigles du Mali ont vite réagi en prenant le jeu à leur compte. Les Maliennes ont affiché une belle combativité, mais elles ont manqué de réalisme et de chance face au but. Les joueuses du sélectionneur Mohamed Saloum Houssen ont même trouvé le fond des filets, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. 1-0 pour le Maroc. C'est le résultat à la pause. De retour des vestiaires, le Mali a su déployer des offensives et s'est montré dangereux, créant plusieurs occasions qui auraient pu changer la donne. Mais hélas, Ibtissam Diardi a doublé la mise pour le Maroc à la 79e minute sur penalty, son doublé de la soirée. Kenza Chapelle, en toute fin de rencontre, a scellé le sort du match en inscrivant le 3e but pour le Maroc à la 89e minute. La réduction du score d'Aïssata Traoré Senou, également sur penalty à la 90e minute plus 7, est arrivée trop tard. Le Maroc l'emporte 3-1. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles d'Âme du Mali. Nous avons franchement perdu les armes à la main. Nous avons pris un but un peu rapide et qui nous a un peu secoué. Mais malgré tout, vous avez vu, nous avons joué sans complexe. Nous avons fait notre jeu aujourd'hui. Il faut le reconnaître. On n'a pas eu froid aux yeux devant cette équipe. Et seulement qu'il nous a manqué ce soir des détails. Des détails encore qui nous empêchent de continuer l'aventure ce soir. Nous allons tirer tous les enseignements pour pouvoir préparer l'avenir. Cette victoire propulse le Maroc en demi-finale de la CAN féminine 2024 où il affrontera le vainqueur du match entre l'Algérie et le Ghana prévu ce samedi à 16h GMT. De son côté, le Mali voit son parcours s'arrêter au stade des quarts de finale, laissant un goût amer à une équipe qui a pourtant démontré un potentiel promoteur. De Rabat, Assa Soumaré et Oumar Katraouré pour l'ORTM. Un peu plus tôt, ce vendredi, le Nigeria n'a pas fait de cadeau à la Zambie. Les Nigérianes ont gagné 5-0. Elles affronteront en demi-finale le vainqueur de la rencontre entre Afrique du Sud et Sénégal qui se joue ce samedi à partir de 19h GMT. Toujours football féminin, grâce à des buts signés Claudia Pina et Atenia del Castillo, l'équipe d'Espagne féminine s'est imposée face à la Suisse 2-0 ce vendredi 18 juillet 2025 et décroche son ticket pour les demi-finales de l'Euro féminin 2025. La Roja confirme son statut de favorite. Avec cette victoire, l'Espagne valide sa présence dans le dernier carré de la compétition. Prochain objectif, une place en finale pour aller chercher un premier titre européen dans cette catégorie. L'Espagne affrontera en demi-finale, mercredi 23 juillet, le vainqueur du match entre la France et l'Allemagne qui se joue ce samedi à 19h GMT. La première demi-finale mettra aux prises mardi 22 juillet l'Angleterre et l'Italie. La finale de la 14e édition de l'Euro féminin de football est prévue pour dimanche 27 juillet 2025 à Bâle en Suisse. Les Anglaises sont tenantes du titre et l'Allemagne détient le record de titres avec 8 trophées. En athlétisme, après Abidjan, Côte d'Ivoire en 2019 et Ndola, Zambie en 2023, c'est au tour d'Abeokuta, Nigeria, d'organiser la 3e édition des championnats combinés U18-U20 de la Confédération africaine d'athlétisme. La capitale de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, accueille les étoiles montantes de l'athlétisme continental pour 5 jours de compétition intense du 16 au 20 juillet 2025. Ce vendredi, le Nigeria a réalisé le triplé aux 400 mètres féminins chez les U20. Flavour Onia, en 52 secondes 47 centièmes, a dévancé ses compatriotes Enaruna Anita, 52 secondes 97 centièmes, et Jimo Toeba, 53 secondes. Page Mali Culture 2025. En 3e région, au cœur de la tradition sénéfo, un oiseau sacré continue de planer dans les mémoires, d'inspirer toute une culture et de guider des générations, le Kalao. Le Kalao est au centre d'un héritage ancestral que les passionnés s'efforcent à préserver. L'immersion dans les centres culturels sénéfo où tradition et transmission ne font qu'un, et donc à la découverte de caractéristiques et de symboliques du Kalao. Monsokoro Sélémé nous en parle. Dans la cosmogonie sénoufo, il incarne la sagesse, la clairvoyance, mais aussi la vigilance face aux dérives de la société. C'est cet oiseau dit de bon augure,
appelé kalao ou zigua dans la langue vernaculaire sénoufo. Un héritage précieux et mystique, omniprésent parmi les 1600 objets d'art du Centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture sénoufo. Ici, chaque représentation culturelle raconte une histoire, transmet un savoir ou rappelle un rituel oublié. Père Bruno Esquignondo, directeur du Centre sénoufo. Le kalao est omniprésent parce qu'il y a un lien étroit avec le monde ancestral. Quand vous voyez le kalao, il a une grosse tête. Ça signifie la mémoire, la connaissance. Il faut aller auprès de ceux qui savent pour pouvoir accueillir ce savoir-faire. Et ça se trouve dans les bois sacrés. Il y a le bec là, qui est fermé en fait. Il est souvent fermé. Et même il est posé sur le ventre pour être sûr que c'est bien bouclé. On a accueilli la connaissance. Tout ce qu'on connaît n'est pas bon à dire. Et quand vous voyez aussi les ailes écartées, une forme bombée, c'est pour encourager les jeunes à être des travailleurs. Il est tout droit. Il nous apprend la droiture dans tout ce que nous faisons, l'honnêteté. Travailler pour soi-même pour ne pas voler. Ces pattes en bas sont bien posées sous le sol. C'est une interpellation aux jeunes d'être bien enracinés dans ses origines, sa culture, pour pouvoir bien tenir. Et enfin, vous voyez le kalao à tout un dos large. C'est aussi un conseil. Quand tu deviens adulte, quand tu deviens responsable dans la société, il faut savoir qu'a fait un béco. Mando Nantaguita, homme de culture. Le kalao se rapporte au rite agraire. D'abord, l'abondance, la faveur d'une bonne pluviométrie. Le kalao se retrouve aussi dans nos rites funéraires. Il est enterré comme les hommes. Bien plus qu'un oiseau dans le ciel des légendes, le kalao est aussi présent dans la matière, dans les formes et dans l'art. Sculpté en bois, porté en masque lors des cérémonies, gravé sur les bâtons rituels ou encore érigé en statue. Et la plus visible d'entre elles est majestueusement perchée au sommet du centre, portée par deux dames sénoufo, figées dans leur posture protectrice. Père Bruno Esquignondo, directeur du Centre sénoufo. La protection et la sagesse. Quand vous voyez sur toutes nos entêtes, tout ce qu'on a comme production, publication, les kalao y figurent. Mando Nantaguita, homme de culture. Traditionnellement, l'on pense que le kalao aussi, il est mort. Sa position de mourir laisse entendre beaucoup de choses. Face donc à la modernisation galopante, il devient impérieux de préserver les pans restants de nos valeurs culturelles au profit d'une génération en perte de repères. Pendant que le monde avance à toute vitesse, le kalao nous rappelle qu'on ne peut construire l'avenir sans entendre les battements d'ailes de nos racines. Et si, au lieu de l'oublier, on apprenait à l'écouter à nouveau, Sikasso, Moussokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Voilà. Ainsi s'achève ce journal pendant qu'il est 13h passé de 28 minutes à Nonsombrou, dans le secteur de Kolokani, et à Badogo, dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la communauté technique de Absi Traoré. Mise en ligne, Badji Touré, réalisation de Draman Sanogo et Douachi Diakité. Merci Osman Dao pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Et suite à la écouter, donc les avis de communiquer avec Astan Tangara. Pour ma part, je vous souhaite de passer un extra moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.